Que 3 heures, tu veux dire? Moins quart, possiblement moins 20. Ouais. Si vous êtes tranquille puis vous parlez pas, là, pendant que je parle, les chances. Ouais? Alors, on voit juste Non, on voit le sujet 7 aussi. les taxes. Oui. Il y a un problème là-dessus. Non, mais il y a une petite présentation d'une heure, 3 quarts d'heure. OK, alors, bon après-midi tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Salut. Bonjour, messieurs, mesdames. Vous allez bien? Oui, bon. Merci, oui, ça va. Vous êtes de moins en moins nombreux, comme vous pouvez le voir, là. Une chance que le cours finisse cette semaine, hein, parce que là, vraiment, ce serait critique. Mais vous êtes là, c'est ça l'important. Il y a des étudiants qui sont venus ce matin de votre groupe du midi, là, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, écoutez, dernier cours de contenu pour nous là, de matière. Donc, il va nous rester 2 semaines pour clore le cours avec 2 éléments d'évaluation. Donc, on termine la matière cette semaine. La semaine prochaine, c'est le travail pratique numéro 2. Je vous invite à venir en classe. Ça va se dérouler en classe. Ça va être la suite du premier travail pratique. Donc, vous allez devoir, bien sûr, faire un impôt de société. Donc, encore une fois, une belle occasion pour vous pratiquer par rapport à ça. Euh, donc, je vous donne rendez-vous, évidemment, là, le jeudi prochain. Rappelez-vous, dans le fond, c'est la suite du premier travail sur lequel vous aviez pris un jeu d'état financier d'une compagnie imaginaire qui s'appelait Sport au Max. Vous avez fait toute sa conciliation. Vous aviez trouvé tous les amortissements sur ces biens amortissables. Donc, on va poursuivre le travail, on va poursuivre la déclaration en complétant, évidemment, l'impôt pour cette société-là. Vous allez me le remettre, puis ça va être corrigé sur 10 points. D'accord? Donc, on s'en reparle jeudi prochain. Mais je vous invite, comme je vous dis, il n'y a rien préparé en classe. Faites juste venir. La très grande majorité d'entre vous, euh, quand vous allez quitter jeudi à 3 heures, il va être fini le travail. OK? Malgré tout, vous allez avoir 3 jours pour le finir parce que c'est à remettre dimanche soir. On se reparle de ça la semaine prochaine. Et ensuite, ça nous amène à l'examen final qui est jeudi dans 2 semaines. Donc, vous savez comment se passent les examens. Je ne le répète pas, là, ça va être votre quatrième examen avec moi. Donc, j'avais des questions encore sur la forme et tout ça, là. Vous savez que l'examen est à livre ouvert. L'examen n'est pas récapitulatif. Donc, on va voir tester seulement sur les sujets vus après l'intra. Il y en a deux gros sujets, on ne se le cachera pas. Sujet 4, on a passé 2 semaines là-dessus. Toute la fiscalité des investisseurs, les différents types d'investissements, les allègements qui sont accordés aux investisseurs et l'impôt des sociétés. On le finit cette semaine. On aura passé 3 semaines là-dessus. C'est juste ces deux sujets-là, c'est ni plus ni moins que 5 semaines de cours, là. Le sujet 7, oui, c'est ma série à examen, mais je vais y passer 45 minutes tout à l'heure. Donc, vous voyez un petit peu l'importance relative que ça a par rapport à vos deux gros sujets. C'est good? OK. Alors, je vais juste vous remontrer la table des matières du sujet 6. Pardon. Ici, avant de vous lancer dans le problème. Ici. Bon. La semaine passée, vous avez fait un problème, puis vous avez trouvé 4 nombres, 4 chiffres à la fin. On va faire la même chose cette semaine. Le premier chiffre, c'est l'impôt de la partie 1. Ensuite, c'est l'impôt de la partie 4. Ensuite, c'est le remboursement au titre de dividende. Puis le dernier chiffre qu'il faut trouver, c'est tous les acomptes provisionnels qui ont été déjà versés dans l'année. Donc, vraiment, dans la table des matières, vous voyez bien les 4 composantes d'une T2, puis avec chacun des détails qui composent l'impôt de la partie 1, et ainsi de suite. Juste pour vous rappeler, je vais vous donner les chiffres de la semaine passée, les chiffres finaux. Regardez, ça c'est la solution. La semaine passée, euh, l'impôt de la partie 1, ici, totalisait 26 000. L'impôt de la partie 4, 3 000. Le remboursement, 98, puis les acomptes, 57. Donc, regardez le sommaire ici. Je vais juste vous le remettre dans 20. Donc, 26 127. 26 127. Impôt, là, ça ici, c'était 3 000 la semaine passée. Ça donnait, pardon. Ça ici, ça donnait moins un remboursement de
moins 95,825. Puis les retenues d'impôt, les acomptes professionnels de mémoire, 57 500. Moins 57 500. Donc, dans le fond, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la semaine passée, vous l'avez fait au complet, la T2. Vous avez fait les quatre, vous avez trouvé vos quatre chiffres, d'accord? Puis vous avez complété la T2 au complet avec vos chiffres finaux. Donc, je vais vous demander la même chose cette semaine, OK? Il y a une chose, à vrai dire, que vous n'avez pas fait la semaine passée. Dans tout ce que je viens de vous montrer là, il y a un chiffre que vous n'avez pas trouvé par vous-même parce que je vous l'ai donné tout fait. Vous rappelez-vous lequel? L'impôt de la partie 4. Ça, vous ne l'avez pas trouvé, d'accord? Parce qu'on ne l'avait pas vu encore. Donc, c'est ça. On va commencer par ça cette semaine. C'est ce qui nous reste à voir. C'est le plus important cette semaine. Voir comment on calcule l'impôt de la partie 4. Moi, j'avais mis un chiffre fictif parce que je voulais qu'on se rende aux impôts remboursables. Puis dans les impôts remboursables, j'avais besoin d'une composante impôt de la partie 4. C'est juste pour ça que j'avais mis un chiffre inventé. Mais là, on va vraiment travailler avec le vrai chiffre cette semaine. Donc, je vous montre le problème. Donc, dans le fond, cette semaine, il faut refaire exactement la même chose. Toute le calcul de l'impôt au complet. On va commencer par ça. Je vais vous guider, là, puis on fera le reste après. Ceux qui préfèrent voir ces quatre composantes-là sous forme de tableau, vous avez la même chose ici. Composante, composante 1 ici, composante 2 ici, pour la partie 4. Composante 3 ici, ton remboursement que tu te fais faire, puis tes acomptes que tu viens retrancher en quatrième lieu. C'est la même chose. OK? Donc, j'aurais pu mettre les chiffres ici aussi. Bon, je vous remontre le problème de la journée. C'est toujours la même compagnie. C'est toujours la même compagnie Frontenac, là. Il y a quelques petites variantes, mais la très grande partie des données n'ont pas changé. Donc, je vous demande de faire le rapport d'impôt de la société au complet. Je veux qu'on commence par l'impôt de la partie 4. Regardez ici, faites juste attention ici, le 40 000, c'est du REEA. Ça a changé d'une semaine à l'autre. Je reviens ici dans 2 petites minutes. Ce qui a surtout changé, c'est la dernière page. Ici, vous avez quelques informations à utiliser pour votre rapport d'impôt. Puis ici, les informations sur les autres sociétés aussi, ça a changé un petit peu. Ça pourrait changer vos choix. Mais je reviens surtout ici sur la page des dividendes. D'accord? Euh, Dans le fond, l'impôt de la partie 4, regardez ici. L'impôt de la partie 4, c'est un impôt qui s'applique sur les revenus de dividendes qui proviennent de SCI. Parce qu'on les a ignorés jusqu'à maintenant. Ça, c'est la solution de la semaine passée. Puis à chaque semaine, on faisait toujours la même chose. Dans mon revenu imposable, je venais enlever 3 revenus de dividendes, moins 2630. Là. Donc, dans mon revenu imposable, ils ne sont pas là, mes revenus de dividendes. Donc, quand tu fais toute ta solution, l'impôt de la partie 1 au complet, que tu appliques sur ton revenu imposable, tu ne les imposes pas tes revenus dividendes. Donc, c'est le rôle de l'impôt de la partie 4. L'impôt de la partie 4 va s'occuper d'imposer ces 3 revenus de dividendes. Donc, justement, d'où les informations qui sont ici. D'accord? Donc, ici, on voit que Frontenac a reçu 3 revenus de dividendes provenant de 3 sociétés, avec une série de détails qui vous est donnée. Juste avant, je vais aller vous montrer dans le livre où on calcule ça, l'impôt de la partie 4. Donc, je le mets en bleu ici juste pour le faire ressortir. Donc, on va aller voir ça dans votre volume. C'est vers la fin, ici. Donc, ici, votre impôt de la partie 4 qui s'applique vraiment sur vos revenus de dividendes. Les 3 revenus de dividendes tout à l'heure que je vous ai montré, là, qui totalisaient 2630. Ça va être la même chose cette semaine. Donc, ça, l'impôt de la partie 4, il y a 2 composantes, OK? Une composante à gauche, puis une composante à droite. Donc, la façon de calculer ton impôt de la partie 4, il y a 2 façons différentes. Façon 1 et façon 2.
Pour savoir quelle façon tu vas appliquer, pour savoir de quelle façon tu vas, le mode A ou le mode B, disons, ou le mode 1 et le mode 2, de quelle façon tu vas faire ton calcul, tu dois déterminer si tu es rattaché à la société qui te verse un dividende. Donc, il faut faire la différence entre un dividende qui provient d'une société rattachée et versus un dividende qui provient d'une société non rattachée. Parce que la façon de calculer l'impôt de la partie 4 est bien différent dans les deux colonnes. Qu'est-ce que c'est ça, une société rattachée? C'est-tu quelque chose qu'on a déjà étudié? Est-ce que c'est. On n'aurait pas vu ça il y a 2 semaines avec. On faisait 5 tests avec des organigrammes, là? Non. Ça, c'était des sociétés associées. Ça ressemble, je suis désolé, mais c'est pas pareil. Ça, c'était des sociétés associées, puis ça servait effectivement pour savoir s'il faut se partager la limite de 500 000 avec une autre société. Ça, c'est différent. C'est une nouveauté de cette semaine. Une société rattachée. Qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, il y a 2 tests. Ils sont ici. Donc, pour savoir si la société qui te verse un dividende est rattachée à toi, tu dois appliquer le test A ou le test B qui est ici. Donc, dès qu'un des 2 tests est rencontré, tu es rattaché à la payeuse de dividendes. Si aucun des tests est rencontré, ni A ni B, tu es non rattaché à la payeuse de dividendes. Et ça te dicte comment calculer ton impôt de la partie 4. Donc, pour faire ces analyses-là, vous allez assurément avoir besoin de toute l'information qui est ici. Regardez, j'apprends que j'ai reçu un dividende d'une compagnie qui s'appelle Clos. J'apprends que moi, j'ai des actions ordinaires et que cette compagnie-là n'a pas d'autres actions en circulation. Ensuite, ici, j'apprends que j'ai reçu un dividende d'une compagnie qui s'appelle Trans 99. J'apprends que j'ai 20 des actions ordinaires, mais qu'il y a d'autres actions privilégiées en circulation. Ici, j'ai 15 des actions ordinaires de la société parent, mais il y a aussi des actions privilégiées en circulation, puis des actions super votantes. C'est sûr que ça va sûrement jouer dans vos tests pour déterminer si on est rattaché ou pas avec ces 3 payeuses de dividendes-là, Clos, Trans et Parent. Je vous montre l'organigramme de votre société ici. Donc, nous, en ce moment, on fait le rapport d'impôt de Frontenac et on s'intéresse, on veut appliquer l'impôt de la partie 4 correctement sur le dividende reçu par Clos, par Trans et par Parent. Voilà, on commence par ça. Je vous laisse aller. Bon travail. N'hésitez pas si vous avez des questions, restez pas pris. Je vais aller vous aider. Oui. Non, on a les tests ici. On est rattaché, on est rattaché à une société payeuse si on la contrôle. Donc, si on a plus de 50 si on a contrôlé, veut dire avoir plus de 50 des actions votantes. Je vais juste fermer mon enregistrement. OK, on va regarder la réponse pour l'impôt de la partie 4.
Donc, la réponse finale, c'est un impôt de la partie 4 de 1008. Ça se décompose comme étant, dans le fond, un calcul ici qui donne 778 pour la société. Non, pardon, deux sociétés ici qui sont non rattachées. France 99, puis je ne sais pas un nom par cœur, là. Ça ici, c'est clos, la société rattachée. Bref, pour clos, le résultat donne 230. Pour les deux autres sociétés qui sont jugées non rattachées, on les met ensemble fois 38 ça donne ce chiffre-là. La somme des deux, ça donne 1008, comme je vous le montrais tout à l'heure ici. Bon, donc, l'étape 1, c'est vraiment, avant même de se lancer dans les calculs, là, de ne rien de se lancer dans ces calculs-là. L'étape 0 va déterminer si tes trois sociétés payeuses sont rattachées ou non rattachées, parce que ça va te dicter comment faire ton calcul. C'est vraiment inévitable. C'est la première étape qu'il faut faire. Donc, on va aller lire les deux tests que je vous ai montrés dans votre volume et on va les appliquer à notre organigramme actuel. Donc, je vous rappelle que nous, on est Frontenac, puis on se demande si on est rattaché à Clos, Trans ou à Para. Si on commence par regarder ici avec Clos, j'ai 60 des actions ordinaires de cette compagnie-là. Puis si je vais voir dans l'énoncé, je pense qu'il n'y a pas d'autres actions en circulation. Il y a seulement des actions ordinaires en circulation. Donc, oui, moi, j'ai 50 actions ordinaires de Clos. Ça représente 60 des actions ordinaires en circulation, puis il n'y a pas d'autres catégories d'actions. Donc, la première chose que je vais vous dire, c'est que c'est le droit corporatif qui amène cet état-là de fait. Quand il y a une seule catégorie d'actions en circulation, là, comme c'est le cas ici, c'est donc dire que s'il y a une seule catégorie des actions ordinaires, ça veut dire que les votes sont répartis équitablement sur chaque action ordinaire en circulation, puis la valeur marchande aussi est répartie équitablement sur chacune des actions ordinaires. Donc, en d'autres mots, s'il y a juste des actions ordinaires, puis toi, Frontenac, tu détiens 60 des actions ordinaires, indirectement, tu détiens 60 de tous les droits de vote en circulation et 60 de toute la juste valeur marchande des actions en circulation. D'accord? Dans une catégorie donnée, tu ne peux pas avoir une action ordinaire qui vote, qui est votante, puis ton voisin il a une action ordinaire qui vote moins ou qui vote plus. Ça ne se peut pas. Une action ordinaire, c'est un vote par action pour tout le monde. Même chose pour la valeur marchande. Tu ne peux pas avoir une action ordinaire qui vaut plus cher que ton voisin qui a une autre action ordinaire de la même compagnie. Ça a la même valeur. Donc, ceci étant dit, donc je répète, ici, on a donc, puisqu'il y a une seule catégorie d'actions en circulation, Frontenac en détient 60, c'est donc dire qu'on a 60 des votes et 60 de la juste valeur marchande. Donc, au niveau des tests, ici, là, le premier, il est d'accord qu'il est rencontré. Donc, est-ce que la société payeuse, ici c'est Clos, est contrôlée par Frontenac? La réponse est oui. Donc, ce test-là, il est rencontré. Donc, je suis rattaché, d'accord, avec. Donc, ici, je vais prendre mon tableau ici, j'ai reproduit les tests qui sont dans le livre. Donc, Clos, le premier test est rencontré parce que je la contrôle. J'ai 60 des actions votantes. Dès qu'on a plus de 50 des droits de vote, on contrôle la société. Fait que pour Clos, en vert, ça veut dire rattaché, je n'ai pas besoin d'aller lire l'autre test. Je n'irai pas lire l'autre test. Le premier est satisfait. Maintenant, allons voir pour mes deux autres sociétés payeuses de dividendes. Est-ce que je peux dire que je contrôle Trans avec 20 des actions ordinaires, puis je contrôle Parent? Non. D'accord? Donc, le premier test n'est pas rencontré. Le premier test, c'est de contrôler la payeuse. Est-ce que le deuxième test est rencontré? Peut-être. Allons voir. Le deuxième test, il demande que je détienne deux choses. Plus de 10 de tous les droits de vote en circulation et plus de 10 de la juste valeur marchande de toutes les actions en circulation. Donc, en mots simples, on demande que je détienne plus de 10 des actions en vote
et en valeur marchande. Il faut que je vérifie ces deux ratios-là. D'accord? Donc, on va vérifier ça pour mes deux sociétés. Je vais commencer par Frontenac. Frontenac, le test numéro 2 n'est pas rencontré. Il faudrait que j'aie plus de 10 des votes et de la valeur. J'ai 20 des votes et 4 de la valeur. Donc, le deuxième test n'est pas rencontré. On est vraiment non rattaché. Donc, je ne suis pas en vert ici. Je vous rappelle que je me suis mis en vert quand c'était rattaché. Je me mets en mauve quand c'est non rattaché. Comment ça marche, ce test-là? Au niveau des votes, au numérateur, je mets les votes que moi, je détiens. Donc, moi, Frontenac, ici, je détiens, ici, j'ai 9600 actions ordinaires. Puis on dit que 9600 actions ordinaires, donc j'ai 9600 droits de vote. D'accord? Donc, au numérateur, moi, j'ai 9600 droits de vote. Au dénominateur, tous les votes en circulation qui ont été émis par la société. Ben, c'est une règle de 3. Si moi, avec mon 20 j'ai 9600, au dénominateur, je cherche 100 c'est 9600 divisé par 0,20. Donc, c'est une règle de 3. Si 9600 est égal à 20 X est égal à 100 Je cherche le 100 ici. Donc, j'ai 20 des droits de vote. Et au niveau de la valeur marchande, les actions que je détiens dans Trans 99 ont une valeur marchande de 500 000. Donc, au numérateur, la valeur marchande de ce que je détiens. Au numérateur, même chose, la juste valeur marchande de toutes les actions en circulation. Si j'ai 20, donc si 500 000 est égal à 20 X est égal à 100 ça c'est pour trouver mon 100 de valeur marchande de mes actions ordinaires. Plus 10 millions. Parce qu'il y a aussi d'autres actions en circulation que moi, je n'ai pas. Ils ne sont pas au numérateur, mais ils existent. Donc, ils vont diluer mon pourcentage beaucoup. Donc, on apprend aussi que la société Trans 99 a aussi des actions privilégiées en circulation qui ont une juste valeur marchande de 10 millions. Donc, ça, je le mets dans le dénominateur. Mais ce n'est pas dans le numérateur parce que je n'en ai pas. Donc, en valeur marchande, ça va faire un ratio de 4 Donc, le test numéro 2 n'est pas rencontré. Il aurait fallu que j'aille plus de 10 dans chacune des deux cases. On va aller faire la même vérification pour mon autre compagnie. Puis la conclusion est la même. Le deuxième test n'est pas rencontré parce que je n'ai pas plus de 10 dans chacune des cases. Il m'en manque au niveau des votes. Donc, au niveau de la troisième compagnie, Parent, moi, j'ai 1000 actions ordinaires, donc j'ai 1000 votes. D'accord? Donc, au numérateur, ça, c'est mes 1000 votes. Au dénominateur, je mets les votes de 100 des actions ordinaires. Donc, si 1000 est égal à 15 X est égal à 100 c'est ici. Mon 1000 votes divisé par 0,15, ça va me trouver 100 des droits de vote, plus 100 000 votes. Parce que cette compagnie-là a aussi d'autres catégories d'actions en circulation qui donnent beaucoup de droits de vote et que moi, je n'ai pas. Donc, elles ne sont pas au numérateur. C'est sûr que ça ne m'aidera pas. Ou ça va réduire mon ratio. Comme de fait, ici, cette société a aussi 100 actions privilégiées super votantes en circulation. Une action donne droit à 1000 votes. Donc, en circulation, il y a 100 actions qui chacune donne droit à 1000 votes. Bien, ça, c'est 100 000 votes de plus en circulation que je mets au dénominateur ici. Donc, mon ratio, moi, il est très petit, c'est 1 Au niveau de la valeur marchande, moi, mes actions valent 250 000. Donc, au numérateur, 250 000. Au dénominateur, 100 des valeurs marchandes pour les ordinaires, plus 50 000. Pourquoi plus 50 000? Même chose que tantôt. Il y a ici des actions privilégiées qui ont une valeur marchande de 50 000. Donc, la compagnie a ça en circulation. Ça doit être mis au dénominateur. Puis moi, j'en ai pas. Frontenac, j'en ai pas de ça, donc ce n'est pas dans le numérateur. Donc, ici, on a un ratio, ici, donc c'est 1 et 15 Donc, en conclusion, je rapetisse. J'ai appliqué mon test 3 fois. La conclusion, c'est que je suis rattaché à Clos, je suis non rattaché à Frontenac et non rattaché, pardon, à Parent, et non rattaché à Trans 99.
Maintenant que je sais ça, je peux aller vraiment voir le calcul de l'impôt de la partie 4 tel que c'est dicté dans le volume. D'accord? Donc, c'est exactement la même formule qui est dans le volume. Donc, je commence par le plus facile. Le plus facile, c'est pour les sociétés non rattachées. C'est très facile. Tu additionnes tes deux dividendes que tu as reçus de Trans et de Parent ici, puis tu imposes ça à 38 38,33. Ça va donner ta première composante de 778. Ensuite, l'autre impôt de la partie 4, là, la formule est un petit peu différente. C'est la même formule qui est dans le volume, ça. Je ne l'ai pas dit telle quelle. Donc, pour clos, on va appliquer une formule différente. Le point de départ, il faut que j'aille chercher le RTD qui a été remboursé à la société payeuse. Clos. Est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi le RTD? C'est le remboursement au titre de dividende. Donc, Claude, moi, en ce moment, je fais le rapport d'impôt de Frontenac. Claude, quand elle a versé un dividende à Frontenac, elle a rempli la condition pour récupérer ses impôts remboursables. Puis, on apprend qu'elle a demandé au gouvernement un remboursement d'impôts remboursables en RTD de 383 $. Je vais aller vous le montrer dans l'énoncé. Ici, dernière colonne. Donc, Clos, elle m'a versé un dividende de 600. Au total, elle a versé 1000 et Clos a reçu un retour de ses impôts remboursables, un RTD de 383 $. C'est ces chiffres-là que j'ai besoin ici dans ma formule. Donc, point de départ. Donc, le premier point de départ va chercher le RTD que Clos a réclamé du gouvernement, 380, fois un ratio. Au dénominateur, le dividende que tu as reçu de Clos, 600, puis au dénominateur, le dividende total versé par Clos, 1000. Je les ai ici. Donc, moi, j'ai reçu 600. Au total, Clos a versé 1000. Fait que mes trois chiffres que je cherche, ils sont là. Ça, fois ça, divisé par ça. Donc, ce petit calcul-là va donner une composante de 230 $. Donc, en conclusion, notre impôt de la partie 4 donne 1008 $. Je répète, c'est trois dividendes qui sont imposés. Deux ici, puis un ici. Puis, quand l'imposition est rose, c'est parce qu'on a jugé que les sociétés étaient non rattachées. Puis, quand la position elle est verte, c'est parce qu'on a jugé que la payeuse de société était rattachée. On a fait cette vérification-là avant d'arriver à ces calculs-là. Des questions par rapport à ça? Good. Écoutez, je vais vous laisser aller faire le problème, mais juste avant, écoutez, je prends 4 minutes pour essayer d'expliquer pourquoi on fait un calcul d'impôt de la partie 4 comme ça. OK? Ça se peut que je vous perde. Écoutez-moi pas si vous avez peur d'être perdu. Je ne vous demanderai jamais de m'expliquer ça à l'examen. D'accord? Appliquez bêtement cette formule-là, vous allez toujours arriver à la bonne réponse. Il n'y a pas de stress. Mais je vais quand même faire une tentative d'explication. Dans le fond, là, Clos et Frontenac, okay, je les ai encerclés, ils sont rattachés. Aux yeux du gouvernement, des sociétés rattachées, c'est comme des sociétés qui sont dans le même groupe. Le gouvernement juge qu'ils sont proches l'une de l'autre. Vous avez vu les tests qu'on a vérifiés. Alors que des sociétés non rattachées, comme Trans puis Parent, c'est des sociétés plus lointaines. Donc, ces compagnies-là, là, aux yeux du gouvernement, c'est comme s'ils étaient de la même famille. Donc, quand le gouvernement voit Clos qui verse un dividende à Frontenac, il n'a pas envie d'imposer ça, le gouvernement. Pour lui, là, c'est comme un groupe de sociétés qui prend. C'était 600 $, hein, je pense, le dividende, ici, là. C'est comme un groupe de sociétés qui prend 600 $ de la poche de droite puis qui s'en met dans la poche de gauche. L'argent n'est jamais sorti du groupe, le groupe de sociétés rattachées. C'est le gouvernement qui réfléchit comme ça. Il se dit, ces deux compagnies-là là, sont rattachées. L'argent part de là, un dividende de 600 $, il est versé là, il n'est jamais sorti du groupe. Donc, le gouvernement dit, moi, je ne suis pas intéressé à imposer ce revenu dividende-là. Je ne suis pas imposé à récolter un impôt dessus à 38,33 comme je le fais quand le dividende provient de l'extérieur comme Trans ou Parent, l'extérieur du groupe. Tant que l'argent transite dans le groupe de sociétés rattachées, je ne suis pas intéressé à récolter un nouvel impôt. Je veux être neutre.
dans cette opération-là. Dans le sens que c'est le gouvernement qui parle. Je ne veux pas récolter un nouvel impôt, mais je ne voudrais pas non plus que cette opération-là me coûte quelque chose. C'est le gouvernement qui parle. Qu'est-ce que je veux dire par là? En quoi cette opération-là de Clos qui verse un dividende à Frontenac, comment cette opération-là pourrait coûter quelque chose au gouvernement? À Clos. Qu'est-ce que Clos fait quand elle verse un dividende à Frontenac? Elle est pas mal en train de remplir la condition qu'il faut pour récupérer ses impôts remboursables. Donc, après avoir versé son dividende à Frontenac, rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine passée. Quand on a des impôts remboursables que le gouvernement doit nous remettre, la seule façon de le récupérer, c'est de verser un dividende à tes actionnaires. Si c'est vrai pour Frontenac, c'est vrai pour Clos. Donc, Clos, elle a des impôts remboursables, elle. Puis pour les récupérer, il faut qu'elle verse un dividende à son actionnaire, Frontenac. C'est ce qu'elle vient de faire. Donc, elle a récupéré 383 piastres. C'est le gouvernement qui lui a donné ça. Donc, dans cette opération-là, ça vient de coûter, cette opération-là, je veux dire le dividende de Clos vers Frontenac, pour le gouvernement, ça vient de coûter un 383 qu'il faut remettre à Clos. Donc, le gouvernement dit, moi, je vais être neutre dans cette opération-là. Je ne vais pas faire d'argent avec ça, mais je ne veux pas en perdre non plus. Donc, si je dois donner 383 à la payeuse de dividendes, je vais aller chercher 383 chez les récipiendaires de dividendes. Pas un sou de plus, pas un sou de moins. Donc, je répète, le gouvernement donne 380 à Clos et va s'assurer d'aller chercher 383 en impôt de la partie 4 chez les récipiendaires de dividendes. Pas un sou de plus, pas un sou de moins. Il veut juste arriver neutre. Il y a deux personnes qui ont reçu des dividendes, Frontenac et un autre actionnaire. Donc, à eux deux, ils vont redonner le 383 au gouvernement. Comment ils vont se partager la facture? Au prorata du dividende reçu. Toi, Frontenac, tu as reçu 60 du dividende, redonne 60 de 383 C'est exactement ça, la solution. Redonne 60 dans le fond, redonne 60 de 383 Redonne ça au gouvernement. Donc, je répète, en conclusion, le gouvernement donne 383 à Clos, va chercher 230 chez Frontenac, puis va chercher le reste chez l'autre actionnaire. Donc, chacun va redonner sa cote-part du 383 juste pour rendre le gouvernement neutre dans cette opération. Si ce n'est pas compris, désolé, je sais que ce n'est pas simple, là, on est rendu dans de la haute voltige. Oubliez ça, appliquez bêtement la règle de 3, vous allez toujours arriver au bon résultat. Alors, écoutez, il était 50, on ne prend pas la pause. Après, il est tôt, là. Là, on ne prendra pas la pause avant 1h30 même. Fait que s'il y en a qui ont envie d'aller aux toilettes, allez-y. Je veux que vous finissiez le problème. OK? Je vais vous donner. Donc, vraiment, là, l'impôt de la partie 4 est fini. Ça, c'est vraiment regardez, toute la réponse finale qu'il y a là. Donc, je peux peut-être le rapetisser un petit peu là, pour commencer. C'est vraiment le problème final de votre impôt. Le 1008, vous venez de le trouver. Donc, ça, c'est réglé. Regardez les autres composantes. Essayez de faire les autres composantes. Ça devrait aller assez vite. C'est la troisième semaine, pardon, que vous travaillez exactement sur les mêmes données. Faites juste attention aux petites variantes. Puis j'aimerais ça qu'on fasse. Je vais regarder avec cette solution-là avec vous partiellement. On s'en ira à la pause tantôt dans pas avant. Je donne peut-être une trentaine de minutes pour essayer de finir le problème. On le corrige rapidement, puis on va à la pause. Merci.
OK, on va regarder la réponse finale ensemble. Encore une fois, je suis conscient que je vous ai brusqué, là. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire un impôt de société au complet, mais si vous ne voulez pas avoir l'impression d'avoir brûlé ou botché, excusez-moi l'expression, ce problème-là, vous pouvez aussi le refaire à la maison tranquillement. Là. Je vous montre vite, vite des brides de solutions, là, mais je ne passerai pas la solution complète avec vous. Vous pouvez aussi le retravailler tranquillement à la maison, regarder la solution par vous-même après. Donc, encore une fois, je suis bien conscient que c'est beaucoup de travail à faire pour l'heure et demie là, qu'on avait en ce moment. Euh, donc, comme je vous dis, je ne passerai pas au complet la solution, juste attirer votre attention sur certains éléments dans la solution là, pour lesquels j'ai voulu mettre des changements. Ici, j'ai mis volontairement zéro du plafond des affaires parce que je voulais arriver à un rabais d'impôt de zéro. Puis, je voulais vous montrer de quoi ça a de l'air. Une entreprise qui a aucun rabais d'impôt à 19 bien, la conséquence de ça, c'est qu'elle va avoir un très gros rabais de 19 de 13. Donc, si le 19 ça ne s'applique pas, ça laisse une très grosse place au rabais d'impôt de 13. D'accord? Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Dans vos données, je peux vous le montrer là, dans vos annexes à la fin. Ici, euh, donc, ici, regardez, ça change un petit peu ça d'une semaine à l'autre. Je vois que la compagnie Clos, elle fait beaucoup de REA. OK, donc, ici, moi, j'ai fait le choix de lui donner à Clos 500 000 de REA. Je le sais elle va l'utiliser au complet. Il n'y aura pas de gaspille parce qu'elle va avoir droit à un rabais d'impôt de 19 sur 500 000. C'est le choix que j'ai fait pour que moi, j'ai zéro du plafond des affaires. Je voulais vous montrer une solution avec un zéro. Il y aurait plein d'autres choix qui seraient bons. Écoute, vous comprenez? Je pourrais très bien ne rien donner à Clos, prendre le 500 000 au complet pour moi. Ça serait correct aussi. Je mettais 500 000 ici, je serais correct. Je n'en gaspillerais pas. Je pourrais faire moitié-moitié. Je peux faire n'importe quel choix. L'important, c'est que j'en gaspille pas. Donc, moi, j'ai juste fait ce choix-là pour vous montrer un petit peu une variante. Même chose pour la R&D. Regardez ici. Je vous rappelle qu'au niveau des dépenses de R&D, on a un montant de 3 millions qui donne droit au crédit d'impôt de 35. Sinon, c'est 15 de crédit. Le 3 millions, je dois le partager avec Clos. Puis comme par hasard, elle a 2,9 millions 50 000 de dépenses de R&D. Donc, j'ai fait le choix de lui donner un montant équivalent de la limite des dépenses de 3 millions pour qu'elle ait droit à 35 de crédit d'impôt dans son rapport d'impôt à elle. Ça veut dire que moi, je vais en avoir juste 50 000 à moi. Donc ici, regardez, dans mon calcul de crédit d'impôt, je vois que j'ai juste un 50 000 qui apparaît. Donc ça aussi, je voulais juste vous montrer cette variante-là. D'autres choix auraient été aussi bons. J'aurais pu prendre 87 100 pour moi, envoyer le reste à Clos, ça aurait été tout aussi bon. Mais je voulais vous montrer, regardez comment ça se fait quand quand on n'a pas assez de limite des dépenses par rapport à nos dépenses. Ça veut dire que le premier 50 000, c'est un taux de crédit de 35. Puis si mes dépenses excédentaires, j'ai à peu près 27 000 de dépenses qui sont en excédent, ça va être 15 le taux de crédit. Donc, une partie des dépenses à 50, une partie des dépenses à 15, ça fait un crédit total de 23 000 qui va venir abaisser mon impôt de l'année, ici, moins 23 000. Donc, c'était les deux principales variantes que je voulais vous montrer. Je vais aller vous montrer maintenant. Donc, ça nous donne un impôt de la partie 1 de 62 000 à payer, un impôt de la partie 4 de 1 008 qu'on a calculé tout à l'heure. Donc là, ça m'amène à vous parler des impôts remboursables que je vous avais montré pour la première fois la semaine passée. Donc, ça vaut la peine que que je vous rappelle comment ça marche. Donc, je vous rappelle qu'à chaque année, les sociétés versent deux impôts, partie 1, partie 4. La partie 1 impose le REA puis le revenu de placement. L'impôt de la partie 4 impose les revenus de dividendes. Ils ont chacun leur rôle. Donc, c'est pour ça que les sociétés, à chaque année, versent ces deux impôts-là au gouvernement pour payer leurs impôts sur les trois sources de revenus que j'ai nommées. D'accord? C'est comme ça d'année en année. Et on se rappelle que quand le gouvernement reçoit ces impôts-là,
il y a une partie des impôts qui sont étiquetés remboursables à la société. Donc, on met un tag ou on met cet argent-là de côté parce qu'on sait qu'un jour, on va la redonner à la société. Donc, des impôts remboursables, j'en ai déjà envoyé au gouvernement dans le passé. On a toutes ces informations-là dans votre annexe fiscale. Donc, premièrement, j'apprends qu'à la fin de l'année passée, avant même de commencer mon rapport d'impôt de mon année courante, à la fin de l'année passée, j'avais à peu près pour 37 000 d'impôts qui étaient au gouvernement en attente d'être remboursés à la société. Deuxième information, de ce 37 000-là, l'année passée, la société en a récupéré 16 000. Elle a réussi à s'en faire rembourser 16 000, un petit peu moins que la moitié. Donc, il en reste 37 moins 16, il en reste 11 provenant des années passées, auxquelles s'ajoutent les deux nouvelles composantes de cette année. Donc, cette année, qu'est-ce qui est remboursable? L'impôt de la partie 4. Il est remboursable au complet. Donc, si tu envoies un chèque de 1008 au gouvernement, le 1008 au complet, il s'en va dans le compte remboursable à la société. Donc, l'impôt de la partie 4, il est remboursable au complet. Et l'impôt de la partie 1, il est remboursable en partie. Il y a une fraction de 62 000 qui est remboursable. Cette fraction-là, c'est 1061. Ça s'appelle la fraction remboursable de l'impôt de la partie 1. Ça porte bien son nom. FRIP, fraction remboursable de l'impôt de la partie 1. Donc, donc, le gouvernement a reçu 62 000, il en a mis 1061 dans une case remboursable, le reste, ce n'est pas remboursable. Comment j'arrive ça à 1061? Il est ici votre calcul. C'est dans votre livre. Pour trouver notre fraction remboursable de la partie 1, le moindre de trois choses, 30,67 de ton revenu de placement total, 30,67 de l'expression revenu imposable moins le montant admissible au rabais d'impôt de 19 ou l'impôt de la partie 1. Donc, le moindre des deux ici, c'est clairement, des trois, pardon, c'est clairement le 1000 $. Donc, on arrive à la fin de l'année, cette année, avec un total d'impôts remboursables qui frôle les 23 000 $. Donc, à la fin de cette année, votre société a 23 000 $ qui dort au gouvernement en attente d'être remboursé à la société. Évidemment que les dirigeants de l'entreprise vont vous poser la question qui tue, comment faire pour récupérer mes impôts remboursables? Quel geste ma société Frontenac doit poser pour récupérer les impôts remboursables? Votre réponse? Verser un dividende. Effectivement, il faut que Frontenac verse un dividende à ses actionnaires dans l'année si elle veut récupérer ses impôts remboursables. Elle le fait amplement. C'est le même montant que la semaine passée. On le voit dans l'état des BNR de la société. Donc, 250 000 $ de dividendes ont été versés cette année. Le taux de remboursement, c'est 38,33. Ça donne un remboursement possible de 95 000. Donc, c'est amplement suffisant, le dividende qui a été versé, parce que le maximum qu'on peut se faire rembourser, c'est ce qu'il y a dans mon compte, 22 969. Donc, en d'autres mots, la totalité des impôts remboursables cette année ont été retournés à la société tellement elle a versé un dividende important. Tant mieux pour eux. Et on a aussi nos acomptes provisionnels. Donc, ça nous donne notre fameux sommaire avec nos 4 chiffres. Donc, la société paye 62 000 d'impôts de la partie 1, paye 1 000 $ d'impôts de la partie 4, a le droit de récupérer 23 000 d'impôts remboursables et on enlève un 57 500 qui a déjà été envoyé en cours d'année. Donc, ça ferait un remboursement pour la société de 17 000 $. Je ne l'ai pas dit en passant, j'ai affiché votre solution sur le portail de cours. J'aurais dû vous le dire peut-être avant de faire la présentation. Il y a des questions par rapport à ça? Non? Bien, merci encore pour votre attention. Vous travaillez très bien. Il y a 1 heure et demie, c'est parfait. On prend la pause, une quinzaine de minutes de pause, puis à 45, vous allez revenir.
OK, on va y aller, groupe. Donnez-moi 30 minutes, 40 minutes. C'est terminé. On fera le dernier défi caout après, puis je vous laisse aller. Donc, donc un peu de silence, s'il vous plaît. J'apprécierais. Madame va se relever. Excellent. Peut-être ranger votre téléphone encore pour un petit 30 minutes, puis après ça, je vous laisse tranquille. OK. Alors, comme je vous ai dit, un petit enseignement très, très de base sur le fonctionnement de la TPS TVQ. D'ailleurs, les 8, faites attention, hein, vraiment, c'est juste les 8 premiers sujets. Les sujets avancés ne sont même pas matière au cours, donc lisez pas ça, puis il n'y aura pas de questions là-dessus. Pour le bac, là, on va s'en tenir vraiment aux concepts les plus légers, ceux que je vais vous montrer dans 2 petites minutes. Je commence souvent en vous montrant cette page-là qui dit, dans le fond, qu'on est en train on est toujours en train d'étudier une des composantes d'une déclaration de revenus, mais là, c'est plus vrai. On a complètement changé de loi. C'est même plus l'étude de la loi de l'impôt sur le revenu qu'on fait, c'est l'étude d'une autre loi, qui est la loi sur la taxe d'assises pour la TPS, puis la loi sur la taxe de vente du Québec pour celle en vigueur au Québec. Euh, dans la vie, quand on est fiscaliste, ça veut dire qu'on est expert d'une loi. Ben, on est rarement expert des deux lois. Soit tu es fiscaliste puis tu es expert en impôt sur le revenu, ce qui est mon cas, ou soit tu es un fiscaliste qui travaille en taxe à la consommation, ce qui n'est pas mon cas. C'est pour ça que je vais vraiment survoler le sujet sans plus, là. Ce n'est pas du tout mon expertise. Donc, j'imagine que vous le savez, il y a 2 taxes en vigueur au Québec. Il y a la taxe fédérale, donc pour financer, qui est remise au gouvernement fédéral. Ça s'appelle la TPS, taxe sur les produits et services. Puis on a la taxe de vente provinciale, la taxe de vente du Québec, qui, elle, est remise à la province de Québec. OK, vous voyez là les taux qui sont ici. Donc, dans le fond, la façon que ça fonctionne, vous l'avez possiblement compris, d'accord? Donc, ces taxes-là sont chargées, doivent être payées par les consommateurs. C'est le consommateur final qui va acheter un bien ou qui va obtenir un service qui va devoir payer cette taxe-là. Donc, si vous allez acheter une paire de souliers au magasin, 100 ou si vous avez un magasin, par exemple, et que vous vendez une paire de souliers 100 ben, vous allez charger 114,98 à votre client. Parce qu'en plus du 100 pour la vente du soulier, vous allez lui charger une TPS de 5 puis une TVQ de 9,98. Donc, si on arrondit, vous allez encaisser 115 de votre client. Le 115 il ne va pas dans vos poches. Il y a 100 qui va dans vos poches, puis le 15 de taxes que vous avez perçu, vous devez le remettre au gouvernement. Donc, les entreprises sont mandataires du gouvernement. Le gouvernement leur a donné la mission de percevoir les taxes auprès des consommateurs, puis les remettre, ces taxes-là, auprès du gouvernement. Pour votre information, le gouvernement, c'est une grosse machine, hein, qui a beaucoup de dépenses à payer, puis qui a beaucoup de revenus. Les 2 principales sources de revenus, c'est la taxe à la consommation puis l'impôt sur le revenu. C'est vrai comme ça dans tous les pays. Donc, tout l'impôt sur le revenu que l'on paye, nous les particuliers, tout l'impôt sur le revenu que les compagnies versent, plus la TPS-TVQ que les consommateurs payent pendant la semaine quand ils vont faire leurs achats, tout ça, ça finance en grande partie les dépenses de l'État. D'accord? C'est pour ça qu'il faut voir ça globalement. Quand quelqu'un critique, par exemple, l'impôt sur le revenu en disant on paye trop d'impôts au Québec, oui, mais premièrement, à quel pays tu compares, puis tu tiens-tu compte aussi de la TPS? Il faut que tu regardes et l'impôt sur le revenu et les taxes à la consommation ensemble pour avoir un portrait global. Donc, voilà. Puis, dernière chose que je vais vous dire avant d'aller plus loin, quand vous êtes une entreprise, vous êtes mandataire du gouvernement, vous devez percevoir les taxes, 15 et les remettre au gouvernement. C'est très important que l'entreprise le fasse. Une entreprise qui ne remet pas les taxes au gouvernement, aux yeux du gouvernement, c'est un des gestes les plus répréhensibles qui soit. Dans l'échelle des fautes commises ou qu'une personne peut commettre face au gouvernement, là, la plus élevée de tout, c'est de ne pas remettre les taxes au gouvernement. C'est d'être une entreprise qui perçoit la taxe puis qui ne remettrait pas au gouvernement, aux yeux du gouvernement. Donc, c'est pénalisé de façon très, très, très sévère. Le gouvernement dit que le système de taxation repose là-dessus. Ça repose sur la confiance. Il a raison. Moi, quand je donne 15 pièces de taxes à un commerçant, là, ça m'écoeure. OK? Mais au moins, je me dis, je fais ma part. Puis il va donner ce 15 pièces-là au gouvernement pour payer nos hôpitaux.
Si j'apprenais que le Joe Blow le met dans ses poches, le 15$, puis qu'il ne le remet pas au gouvernement, là, je serais vraiment, tu sais, si c'était toléré, puis que ça enlèverait beaucoup de confiance dans le système, puis ça ne fonctionnerait pas bien. Donc, le système de taxes à la consommation, il fonctionne bien parce qu'on a confiance que le commerçant va remettre nos taxes comme il se doit au gouvernement. Good. Maintenant, qui doit s'inscrire aux taxes? Donc, quand on est une entreprise et qu'on offre des produits et des services, tout le monde doit s'inscrire aux taxes. Il y a deux exceptions. OK? Donc, n'importe qui qui est en affaires, qui opère une affaire commerciale, vente de biens ou prestation de services au Québec, au Canada, doit s'inscrire aux taxes. C'est quoi les conséquences? Ben, je l'ai un petit peu dit. Premièrement, quand tu es inscrit aux taxes, tu dois percevoir la taxe auprès de tes clients. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, quand tu vends une paire de souliers 100$, tu es obligé de demander un 15$ de plus au client que tu vas remettre au gouvernement. Deuxième conséquence, toi, l'entreprise, tu peux récupérer les taxes que tu vas payer sur tes intrants. Donc, oui, tu perçois des taxes auprès de tes clients et que tu les remets au gouvernement. Mais la deuxième conséquence, c'est que toi, comme entreprise, tu n'es pas supposé de payer de TPS, TVQ sur tes achats. Donc, toi, comme entreprise, si dans l'année, si dans la semaine, tu vas faire des achats, tu achètes du bois, tu achètes une bibliothèque, tu mets de l'essence, tu achètes un camion, toutes tes dépenses, on va te rembourser la taxe que tu as payée dessus. Donc, tu vas payer la taxe sur chacune de tes dépenses, mais le gouvernement va te les rembourser, ces taxes-là. D'accord? On appelle ça un crédit de taxe sur intrant pour le remboursement de la TPS et le remboursement de taxe sur intrant. Donc, vous voyez qu'il y a comme deux mouvements d'argent qui vont se croiser. D'accord? D'une part, je charge des taxes aux clients de 15$ que je remets au gouvernement, mais d'autre part, j'ai payé des dépenses sur des taxes sur mes dépenses, puis je demande aux clients de me les rembourser. Pas client, pardon, le gouvernement de me les rembourser, ces taxes-là. Donc, je dois envoyer de l'argent au gouvernement, puis lui aussi, il doit me les envoyer. Donc, on va faire le net de ça. Ça s'appelle un rapport de taxes. Donc, à chaque mois ou à chaque trimestre ou à chaque année, il faut faire une déclaration de taxes où on va déclarer ces informations-là. Moi, j'ai perçu des taxes, je dois te les remettre. J'ai payé des taxes sur mes intrants, tu dois me les rembourser. Et on fait le net des deux. Admettons, pour fin de discussion, j'ai perçu 15$ de taxes, je veux te le remettre, mais j'ai payé 11$ de taxes sur mes intrants, tu dois me le rembourser. 15 moins, j'ai dit 11? 15 moins 11, je te remettrai 4. Ou, un deuxième exemple, je perçois 15$ de taxes chez mes clients que je dois te remettre. Moi, j'ai payé 28$ de taxes sur mes intrants que tu dois me rembourser. Donc là, c'est toi qui, 15 moins 28, c'est toi qui me dois 13$. Donc, c'est ça, une déclaration de taxes. On va le voir tout à l'heure. On fait la différence entre les TVQ perçus versus CTI demandés. Des fois, c'est plus grand, des fois, un est plus grand, des fois, l'autre est plus petit. Oui, vous avez une question? Oui. Ben, en cours de route, les entreprises payent des taxes, mais se les font rembourser. Donc, ça supporte la prémisse de bord que j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec ça? Excellent. Donc, voilà comment ça fonctionne quand tu es inscrit aux taxes. Je disais tout le monde, sauf deux exceptions. La première, tu n'es pas obligé de t'inscrire aux taxes si tu es un petit fournisseur. C'est quoi ça, un petit fournisseur? C'est quelqu'un qui fait moins de 30 000 de vente par année. Donc, si tu fais moins de 30 000 de ventes dans une année, d'accord, tu es un petit fournisseur. Tu n'es pas obligé de t'inscrire aux taxes. Donc, le petit fournisseur n'est pas obligé de s'inscrire aux taxes. Si tu veux, tu peux quand même t'inscrire aux taxes. C'est toi qui décides, mais tu n'es pas obligé. Ce serait quoi l'avantage d'être un petit fournisseur? Il y a un avantage puis un inconvénient, là. J'y arrive, ils sont ici. Ce serait quoi, d'après le principal avantage d'être un petit fournisseur puis de ne pas être obligé de s'inscrire aux taxes? Oui, exactement. Tu allais dire? Même chose. C'est un peu ce qui est écrit ici. Bien, évidemment que tu es plus compétitif. Toute chose étant égale par ailleurs, si toi, tu vends une paire de souliers
Donc, si ton concurrent vend une paire de souliers 100 pièces, mais que lui est obligé de rajouter 15 pièces de taxes parce que lui il est inscrit aux taxes, il charge 115 dollars. Il s'en met 100 dollars dans ses poches, puis il y a un 15 dollars qu'il donne au gouvernement. Si moi, le concurrent, je suis un petit fournisseur, je peux vendre techniquement la même paire de souliers à 115 pièces. Le client va être prêt à payer 115 dollars. Chez nous, il va arriver quoi avec le 115 dollars? Dans mes poches. Je mets 115 dollars dans mes poches, je ne suis pas inscrit aux taxes. Donc, techniquement, tu pourrais être concurrentiel parce que tu pourrais peut-être avoir des concurrents qui, eux, doivent percevoir 15 de taxes de plus. L'inconvénient, si tu es un petit fournisseur, c'est que tu n'es pas inscrit aux taxes. Si tu n'es pas inscrit aux taxes, tu ne peux pas récupérer tes taxes sur tes intrants. Donc, quand je disais tout à l'heure que dans l'année, dans ma semaine, j'ai payé de l'essence avec la TPS, j'ai acheté une bibliothèque, j'ai payé de la taxe, j'ai acheté un camion, j'ai payé de la taxe. Quand on est inscrit aux taxes, on demande au gouvernement de nous les rembourser, ces taxes-là. Si tu n'es pas inscrit aux taxes, tu n'auras pas de remboursement sur tes taxes payées. Donc, c'est à voir. Les gens, d'habitude, font une analyse à chaque année puis décident s'ils préfèrent être petit fournisseur avec les conséquences que ça amène ou plutôt peuvent aussi choisir de s'inscrire. Oui. Il y a pas vraiment moyen de s'assurer, là, à part d'appeler peut-être à Revenu Québec et à demander de vérifier, là, mais facilement, il n'y a pas vraiment de façon de vérifier ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Toi, comme consommateur, tu ne seras jamais, on te reprochera, on ne te reprochera jamais de faire tes achats comme consommateur. Ce n'est pas le consommateur qui a l'obligation de respecter les lois fiscales, c'est les entreprises. C'est les entreprises qui ont l'obligation d'être bien inscrites aux taxes puis de bien remettre les taxes quand il se doit ou de ne pas s'inscrire s'ils ont droit à certaines exceptions. C'est jamais le consommateur qui est responsable. Jamais. Ça, là, ça touche vraiment les entreprises. L'autre exception, c'est si on offre des fournitures exonérées. J'y arrive dans 2 petites minutes. Donc, deuxième exception, si on offre des fournitures exonérées, effectivement, c'est comme si on n'était pas inscrit aux taxes. J'y arrive justement ici. Dans le monde des taxes, il y a 3 types de fournitures. OK? Fournitures taxables, détaxées, exonérées. L'exception dont je vous parlais, c'était ici. J'y arrive dans 2 petites minutes. OK? Donc, il y a des entreprises qui offrent des fournitures taxables, détaxées et d'autres qui offrent des fournitures exonérées. Les fournitures taxables, c'est les plus fréquentes. OK? 95 des entreprises vendent des fournitures taxables. Pensez à ce que vous avez acheté dans le dernier mois. Qu'est-ce que vous êtes allé au restaurant, vous avez payé la TPS TVQ parce qu'aller au restaurant, c'est une fourniture taxable. Vous avez acheté du linge sur Internet, même chose. Vous êtes allé dans un bar, même affaire. Vous mettez de l'essence à la station d'essence, même chose. À peu près tout ce que vous faites dans la semaine comme dépense, c'est des fournitures taxables. Donc, quand on vend des fournitures taxables, il faut percevoir les taxes auprès du client, comme ma paire de souliers à 100 plus 15 de taxes. L'entreprise peut récupérer des CTI, les taxes qu'il a payées sur ses achats. OK? Donc, je ne les nomme même pas. Là, il y en a beaucoup, 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 beaucoup de possibilités. Deuxième type de fourniture, il y a des entreprises qui offrent des fournitures détaxées. Qu'est-ce que c'est ça? Détaxé, ça veut dire que le taux de taxe que tu charges à ton client, il n'est pas de 15 il est de 0 Donc, c'est comme si tu chargeais aucune taxe à ton client parce que le taux est baissé à 0 Comme tu es inscrit aux taxes, tu peux aussi récupérer tes taxes que tu as payées sur tes intrants. Donc, des exemples, médicaments sous ordonnance. Quand tu vas à la pharmacie puis qu'on te vend un médicament sous ordonnance, pour la pharmacie, c'est une fourniture détaxée. On te charge 0 de taxe là-dessus,
Tu ne payes pas de taxes sur ton achat et la pharmacie peut récupérer les taxes payées sur ses intrants, par exemple. La plupart des appareils médicaux et ici, les produits alimentaires de base, d'accord? Dans une épicerie, par exemple. C'est très drôle parce que dans une épicerie, il y a des fournitures détaxées et des fournitures taxables. C'est tout un casse-tête pour les propriétaires d'épicerie. Donc, ce qui est détaxé, c'est un produit alimentaire de base. Ça veut dire un aliment qui n'a pas été préparé. Donc, si tu achètes un petit poulet barbecue chaud à l'entrée du IGA, est-ce que c'est une fourniture détaxée? Non. Ça, c'est comme si c'était au restaurant. C'est une fourniture taxable. Mais si tu vas chercher un poulet froid dans l'espace de boucher qui n'a pas été préparé, ça, c'est un produit, c'est ici, c'est détaxé. Des chips, de la liqueur, taxable. Les petits sandwichs, là, les petits sandwichs qui sont tous prêts pour toi là, à l'arrivée ça a été préparé, c'est taxable. Pourtant, si tu veux te le faire toi-même, ton sandwich, tu vas t'acheter un pain dans un rack, une salade dans un rack, puis un pot de mayonnaise dans un autre rack. Ça, c'est détaxé parce que ça n'a pas été préparé. Tu t'achètes un 2 litres de yogourt. Techniquement, tu ne peux pas le manger dans le pot, il faut que tu le transverses dans d'autres choses. Donc, c'est un aliment, un produit, c'est un produit détaxé. 6 petits yogourts prêts à manger, taxable. C'est l'enfer. Vous ne voulez pas travailler dans une épicerie qui s'arrache les cheveux de la tête, je pense. Ben, vous avez compris, en conclusion, là, un bon exercice. Quand vous allez à l'épicerie, regardez si vous avez beaucoup de TPS, TVQ. Si vous avez une liste d'épicerie qui coûte 200$ puis qu'il n'y a presque pas de taxes, c'est le signe que c'est santé. C'est santé parce que vous avez mis dans votre panier. Il n'y a pas beaucoup de prêts à manger puis de chips et de liqueurs. Puis à l'inverse, si tu as beaucoup de taxes, ben, c'est un petit peu le contraire. Ça va? OK. Donc, là, finalement, ici, on a un troisième type de fournitures qui sont exonérées. Exonéré, là, ça veut dire que tu n'es même pas inscrit aux taxes. Donc, si tu es une entreprise puis que tu offres seulement ces activités-là, d'accord, c'est des fournitures exonérées, tu n'as même pas besoin de t'inscrire aux taxes. D'accord? Donc, évidemment, tu ne charges pas de taxes à tes clients et tu ne récupères pas de taxes sur tes intrants. Par exemple, tous les services d'enseignement. Donc, l'UQTR, quand on t'envoie la facture, c'est un service c'est une fourniture qui est exonérée. L'UQTR n'est même pas inscrite aux taxes. Donc, on ne charge pas de taxes sur ta facture, puis l'UQTR ne récupère pas les taxes qu'elle paye sur ses intrants. Ton loyer, quand tu payes ton loyer, c'est même chose, c'est exonéré. Donc, ton propriétaire ne te charge pas de taxes, puis lui, il ne récupère aucune taxe non plus. Service de garde d'enfants, donc quand tu payes pour des frais de garde à la garderie, même chose. La vente d'une maison usagée, c'est exonéré. Donc, vous voyez ici le résumé, d'accord? Donc, on a les fournitures taxables qu'on taxe ici à 15 %. Les fournitures détaxées dont le taux de taxe est de 0. Dans les deux cas, tu peux réclamer tes taxes payées sur tes intrants. Le troisième cas, fourniture exonérée, tu es hors taxe. C'est pour ça qu'on dit que c'est une des exceptions où tu vis dans un monde où, comme s'il n'y avait pas de taxe. Je vais vous montrer un petit exemple chiffré de ce processus-là. D'accord? Juste ici. Ça a l'air impressionnant, le tableau, là, mais vous allez voir, c'est pas si pire. OK. Tout d'abord, là, je vous disais tout à l'heure, une des prémices de base souhaitées par le gouvernement, puis ça fonctionne bien, c'est que la seule personne qui va payer de la TPS-TVQ en bout de ligne, c'est le consommateur final. C'est toi puis moi. C'est les seules personnes qui sont visées par cette taxe-là. Si en cours de route, il y a des entreprises qui doivent payer de la taxe sur leurs intrants, on va leur rembourser en totalité. Donc, pour elles, ces entreprises-là, ça va être un plus puis un moins. En finalité, ils ne l'assumeront pas, cette taxe-là.
En finalité, c'est toi qui l'assumes. Mais comment, en pratique, arriver à ce résultat-là? Je donne un exemple. Toi, tu es un consommateur final, tu vas faire un plein d'essence pour ton auto personnel. Donc, toi, tu devrais payer tes PS TVQ sur ton plein d'essence. Une seconde après toi, il y a un gars qui arrive en camion, un camion lettré, parce que lui, il y a une entreprise de fabrication. Puis lui, dans son camion, il met de l'essence pour pouvoir faire ses livraisons. Donc, pour lui, lui, il n'est pas un consommateur final. Donc, il dirait à la petite caissière, il dirait quoi? Moi, tu ne me charges pas tes PS TVQ en passant, je suis une entreprise. Ça ne marchait pas. Imaginez le bordel s'il fallait, en temps réel, différencier le consommateur final de celui qui ne l'est pas. Donc, on a pris un chemin pas mal plus simple. On charge la taxe à tout le monde. Puis, si tu n'es pas un consommateur final, on va te la rembourser. Donc, pour chacun des intermédiaires, toute taxe que tu payes, on va te la rembourser. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, on a 3 entreprises qui vont construire une bibliothèque et l'histoire se finit quand toi, tu vas aller acheter des bibliothèques chez Ameublement Tanguy. OK? On imagine, donc l'histoire commence avec ici, sans passant, ça s'appelle une taxe à valeur ajoutée. Tous les pays font ça. C'est la meilleure façon d'arriver au résultat qu'on souhaite arriver. Je vais vous montrer. Là. Donc, voilà, on a une usine de sciage, admettons, là, qui a coupé des arbres et que ça ne lui a rien coûté. Puis là, elle fabrique des planches qu'elle va vendre à une usine de fabrication. Donc, elle va vendre les planches 300 $. Donc, mon entreprise de fabrication va acheter des planches 300 $ et elle va devoir payer TPS TVQ. Donc, elle va devoir payer 45 $. Ce 45 $-là, ça n'appartient pas à l'usine de sciage. Elle va le remettre au gouvernement. Les taxes, on les remet au gouvernement. Donc, mon usine de fabrication prend les planches, fabrique une bibliothèque et la bibliothèque va être vendue à Ameublement Tanguay. Donc, on fabrique une bibliothèque et on la vend 400 $ à Ameublement Tanguay. Donc, Ameublement Tanguay paye 400 $ plus des taxes de 60 $ pour acheter la bibliothèque. Ici, qu'est-ce que l'usine de fabrication va faire avec les taxes qu'elle vient de percevoir? Elle va dire, je vais les remettre au gouvernement, mais elle a aussi le droit à un remboursement des taxes qu'elle a payées. Donc, l'usine de fabrication, ici, là, elle dit, le 60, oui, je veux bien le remettre au gouvernement, mais lui, il doit me redonner mon 45. Moi, tantôt, j'ai payé un 45$. Donc, l'usine de siège dit, je dois 60 au gouvernement, mais eux me doivent 15. Donc, on va envoyer le net. On va envoyer 15 au gouvernement. Ensuite, Ameublement Tanguay achète la bibliothèque et te la vend à toi, le consommateur final. Donc, toi, tu achètes cette bibliothèque-là, 1000 $. 1000 $ plus taxes. Donc, tu vas payer 150$ de taxes à Ameublement Tanguay. Ameublement Tanguay veut remettre ça au gouvernement, mais il dit, attends un peu, là, moi, Ameublement Tanguay, j'ai payé 60$ sur mes intrants. Donc, je te dois 150, mais toi, tu me dois 60, donc je vais te donner 90. Et l'histoire finit là. Trois constats de ma part. Premier constat, dans tout cet exemple-là, il y a une seule taxe qui s'est payée, c'est une taxe de 150 $ et il y a une seule personne qui l'a assumée, c'est le consommateur final. Donc, je répète, premier constat, il y a une seule taxe qui s'est payée en bout de ligne, c'est la dernière, le 150$ de taxe, puis il y a une seule personne qui l'a payé, c'est le consommateur final. Tous les autres intermédiaires qui ont payé des taxes, selon s'est fait rembourser au complet. Deuxième constat, le gouvernement aime ça, cette méthode-là, parce que l'argent rentre graduellement au gouvernement. Donc, en d'autres mots, le gouvernement n'a pas eu besoin d'attendre que j'aille acheter une bibliothèque chez Ameublement Tanguay pour encaisser 150 $. Non, non. L'argent est rentré plus vite que ça. Il y a 45 qui est rentré ici, 15 qui est rentré ici, puis 90 qui est rentré ici. C'est comme si les entreprises finançaient temporairement
la TPS-TVQ auprès du gouvernement. Temporairement, les entreprises laissent de l'argent au gouvernement, puis ça leur est redonné après. Mais ça, pour le gouvernement, ça fait des rentrées d'argent. Donc, le 150 là, on n'a pas attendu à la fin. On a reçu un petit peu, sur chacune des valeurs ajoutées, il y a un petit peu de taxes de vente qui rentre au gouvernement. Donc, ça, pour le gouvernement, lui, ça fait son affaire. Donc, voilà, ça marche bien, bien sûr. Regardez, je vais vous montrer un exemple de rapport de taxe. Je l'ai mis en gris, là. On pourrait regarder le rapport de taxe de mes trois entreprises. J'ai choisi Ameublement Tanguay. Admettons qu'elle a une seule opération dans l'année. Ça ressemblerait à ça, le rapport de taxe. Vous devez reconnaître les chiffres. Donc, voici le rapport de taxe que Ameublement Tanguay remet au gouvernement. Elle dit, d'une part, je dois te remettre un 150 $. D'autre part, toi, le gouvernement, tu dois me redonner un 60 pardon, sur mes intrants. Donc, au net, je vais te remettre 90 $. C'est les mêmes chiffres que dans l'exemple précédent. Parlons-en des rapports de taxes. C'est quoi la fréquence? Oh, pardon, on a ça ici. Des rapports de taxes. Des fois, il faut en faire une par mois. Des fois, pour certaines entreprises, il faut le faire à chaque mois. Pour d'autres, 4 fois par année. Puis pour d'autres, une fois par année. Ça dépend bien sûr de ton volume de vente. Vous le voyez au tableau. Donc, une entreprise qui ferait plus de 6 millions de ventes par année, c'est beaucoup. Le gouvernement voudrait qu'à chaque mois, tu fasses un rapport de taxes puis que tu envoies ce que tu dois envoyer au gouvernement. Sinon, vous pouvez voir un peu les fourchettes. Sinon, c'est 4 fois par année. Puis si tu fais moins de 1,5 million, c'est une fois par année. Donc, pour la suite du tableau, je ne lirai pas au complet. C'est plutôt administratif. Là. On vous parle des dates d'échéance, des acomptes provisionnels qui doivent être versés. Parce que des acomptes provisionnels, ça existe aussi dans le monde des taxes. On disait dans le monde de l'impôt sur le revenu, je vous disais souvent, tout le monde doit payer son impôt régulièrement en cours d'année. Le gouvernement n'aime pas ça que tu n'en payes pas tout dans l'année, puis que tu aies un gros solde à payer à la fin de l'année. Donc, c'est sûr qu'il va te demander des acomptes provisionnels. Mais c'est la même chose pour les taxes. Si tes rapports de taxes indiquent que tu as des gros montants à payer, le gouvernement n'attendra pas une fois par année ou une fois par trimestre. Il va vouloir que tu verses des acomptes provisionnels qui sont des montants approximatifs et qui vont s'ajuster quand tu vas faire ton vrai rapport de taxes. Fait que vous pouvez prendre le temps de lire ça comme il faut. Puis ça se termine avec les intérêts pénalités. Je vous disais tout à l'heure, les pénalités, là, ils sont très sévères. À quelqu'un qui ne remettrait pas les taxes payées parce que comme je vous disais, aux yeux du gouvernement, c'est à peu près la pire geste que tu peux commettre. Là, puis c'est très néfaste pour le fonctionnement du système de taxation. Donc, on le pénalise de façon très sévère. Voilà. C'est léger, mais ça suffit, je pense, pour vous. Pour pas de vous des experts, bien sûr, là, mais vous serez capable d'en parler un petit peu peut-être avec des gens qui seront pour qui vous travaillerez ou dans un autre contexte.